Alors à chaque leçon, j'essaye de donner trois repères simples qui peuvent être emmenés avec soi quand on se promène en ville et qui permettent de poser des questions par rapport à ce que l'on voit et ce que l'on regarde et qui permet évidemment de décoder un petit peu ce qu'on ne peut pas lire instinctivement. Donc l'idée de la friche, c'est peut-être la leçon la plus difficile ou la plus abstraite, on va dire, puisqu'on va moins s'intéresser à ce qui est produit, ni produit naturellement par l'environnement, ni produit par l'homme. On va plutôt s'intéresser au regard que l'homme porte sur son environnement. Quand on regarde la ville, il y a trois manières de la voir. On peut essayer d'en sortir l'effet générique, les grandes généralités qui composent la ville. On peut chercher évidemment où est son cœur historique, on peut chercher ces grandes enceintes qui ont construit progressivement la jeunesse de la ville. On peut chercher les grandes typologies, quartier d'habitat, quartier d'affaires, quartier commercial. Et donc c'est un petit peu le premier regard, c'est le regard du spécialiste, c'est le regard de l'urbaniste, c'est le regard de l'architecte, et en tout cas le regard de la maîtrise d'œuvre urbaine. C'est une manière donc de regarder conceptuellement la ville et d'en tirer ses généralités. Il y a un autre type de regard qui est un regard plus singulier, qui est le regard plutôt de l'habitant, qui est un regard plutôt linéaire. Moi, pour prendre une image, je parlais un petit peu de gardien de phare. L'idée que l'habitant généralement reste longtemps à demeure et donc peut, à un moment donné, voir une succession d'événements qui se passent devant chez lui et donc reconstruire un fil historique et marquer ces temps un petit peu rares où il y a une crue, où il y a des événements exceptionnels. Donc c'est un regard plus basé sur la spécificité de, alors on peut peut-être appeler ça des catastrophes, ou en tout cas des particularités qui font le charme d'un lieu, qui font ce qu'on pourrait peut-être appeler certains éléments du génie du lieu. Et il y a un troisième regard qui est un petit peu entre les deux, qui est un regard mi-général, mi-spécifique, qui est entre les deux, un regard commun. Je l'ai intitulé celui du promeneur, puisque généralement quand on se promène, on ne connaît pas forcément l'histoire d'un lieu, et on n'a pas forcément le bagage intellectuel pour pouvoir en décoder toutes ces typologies. Et donc on est obligé d'imaginer et de chercher dans les perceptions que l'on a devant les yeux, d'essayer d'imaginer pourquoi on en est arrivé là. Donc c'est une sorte de regard que j'ai intitulé en spirale, puisqu'on pourrait dire que le regard de l'expert, c'est un regard qui étudie les grands cycles urbains, donc c'est un regard circulaire, que le regard de la spécificité, c'est plus un regard linéaire, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passera après. Et ce regard en spirale mêle un peu les deux, c'est-à-dire qu'il est en même temps circulaire et en même temps il se projette dans l'avenir. Donc ça donnera ces trois repères, généralité, spécificité, et ce qu'on a appelé le champ des possibles. Alors ça devient une tradition de commencer par la carte de l'Île-de-France en relief. Elle a un peu servi de fil rouge à tout ce cycle. Donc on a vu, sans le refaire exhaustivement évidemment, mais très rapidement, on a vu à la leçon 1 le tracé des routes, que les routes commençaient à respecter le relief et venaient s'inscrire ou sur les plateaux ou s'inscrivaient dans des vallées. On a vu dans une deuxième leçon l'arrivée des berges, alors que ce soit les berges de la Seine ou que ce soit les frondaisons des arbres ou des frondaisons bâties. On a vu dans un troisième temps qu'on sauvegardait certaines parties boisées dans l'Île-de-France, qui étaient souvent des sommets, ou des points hauts, ou des points particuliers qui sont difficilement urbanisables. Et puis on a vu progressivement ce qu'on appelle la tâche urbaine, donc la ville, se construire. Donc elle s'installe progressivement sur les coteaux, donc très souvent la ville redessine un peu le relief, c'est pour ça qu'une carte en relief est utile.
On se met sur les coteaux parce que c'est là où émergent les sources, et progressivement, quand arrive la période moderne, arrive le chemin de fer, on le verra. C'est une grande typologie particulière. Les villes vont commencer à descendre vers les plaines et vont se rapprocher progressivement des fleuves. Et puis, dans les périodes plus contemporaines, dans les années 60, on a commencé à habiter les plateaux. Bon, il y avait déjà, avec l'idée de Versailles, voilà. Puis après, on a essayé d'organiser tout ça et d'essayer de lui donner un visage humain, donc de donner un sens à cette carte naturelle. Et on a construit évidemment le grand axe des Champs-Élysées, qui traverse l'intégralité, enfin qui aimerait traverser l'intégralité de Paris. Ça n'a jamais été possible. Et donc aujourd'hui, il fuit progressivement et il s'éloigne vers Saint-Germain. En tout cas, il pointe le sens d'écoulement de la Seine. Alors, il y a différentes typologies de friches. On a vu sur la carte en relief une manière un petit peu rapidement et synthétique comment une ville pouvait s'installer. Comme la ville s'installe dans le temps et dans la durée, très souvent, un site vieillit, peut devenir obsolète, il y a une activité économique qui peut devenir dispendieuse, et donc tout d'un coup, on commence à abandonner des sites au profit d'autres. Et ces sites deviennent de nouveau des terrains vierges sur lesquels l'homme peut de nouveau intervenir et se comporter presque comme le premier homme qui arrivait en Île-de-France et qui découvrait la grande forêt d'Île-de-France et qui a commencé à défricher. Et donc, quelque part, aujourd'hui, une friche type, qui est une friche par exemple ferroviaire, donc ici on a mis une photo de la petite ceinture, qui ceinture Paris, qui évidemment est pour partie utilisée, pour partie civilisée, on va dire, puisqu'il y a des promenades, et pour partie encore en jachère ou en friche. On a des typologies évidemment industrielles. L'industrie, on est dans une phase où on est à la fin d'une grande phase de désindustrialisation. Donc ici, on a mis les grands moulins de Pantin ou des grandes nefs industrielles. Il y a des friches qui peuvent être temporaires dans la ville, ce qu'on peut appeler le terrain vague, ou pendant un temps un terrain vague, ici comme un terrassement en attendant une construction. Des friches autoroutières, donc ici on est à Nanterre, dans le parc du Jardin de Lille, donc ça peut être la sous-face d'un autoroute ou le talus autoroutier. Des friches type hospitalière, donc là ça peut être l'hôpital Boussicot, donc cette manière à un moment donné de récupérer du foncier en faisant, en modifiant la place ou en construisant un grand hôpital. Et puis la friche la plus classique, la dent creuse, celle qui au cours du temps se construit d'une manière un peu informelle, non voulue, et qui est une manière très souvent de faire tampon entre deux âges de la ville. Et parfois, on n'y trouve aucun usage à le remplir. Et donc, ça devient une dent creuse qui peut rester très longtemps. Alors, évidemment, une des idées, une fois qu'on a vu qu'il y avait des typologies de friches, qu'aujourd'hui, si on faisait la petite leçon dans 50 ans, effectivement, peut-être que la typologie des friches serait différente. Mais en tout cas, si on dit que l'activité industrielle est une activité dispendieuse, qui a besoin d'énormément d'espace et d'espace plat pour exister. Donc au 19e et au 20e siècle, l'Île-de-France est couverte de zones industrielles. Et si aujourd'hui elles se désaffectaient, évidemment, ça devient des réservoirs de projets parfaits. Et donc on peut lire sur cette carte, par exemple, tout ce qui est la réserve de la plaine Saint-Denis, donc qui est le renouvellement urbain s'est fait notamment autour du Grand Stade. Toutes les parties autour de Nanterre, donc avec l'extension des Champs-Élysées derrière la Grande Arche. Et on peut imaginer aussi Seine-Amont, autour de la très grande bibliothèque, donc qui est le point de départ de ce bout de ville qui descend après sur Ivry et Vitry et qui longe la Seine. Donc déjà, rien qu'avec une carte comme ça, on peut déjà préfigurer un avenir possible qui est déjà bien réalisé. On peut imaginer un deuxième type de friche si on fait une carte non plus uniquement thématique sur une carte industrielle, mais là sur les usages et les modes d'occupation du sol.
on peut imaginer qu'il y a un habitat individuel, et c'est toutes les taches jaunes. Et on voit qu'autour du tissu vraiment constitué de l'habitat collectif et de l'habitat parisien, évidemment, il y a eu toute une tâche d'étalement urbain. Et là, on pourrait imaginer qu'avec la crise, avec la philosophie du développement durable, on commence à essayer de resserrer l'urbain sur lui-même, et on pourrait imaginer que toutes ces taches jaunes fassent partie, deviennent des friches et fassent partie d'un avenir de la ville. Voilà, alors là j'en arrive au premier repère, hein, donc le repère de la généralité, donc ce regard un peu de l'expert que l'on porte sur la ville. Ça pourrait être, c'est pas du tout péjoratif puisque je suis architecte, le regard du jardinier. C'est un petit peu le regard que l'on porte sur le monde, où on voit le monde perpétuellement en mouvement. Le jardinier ne fait que greffer, bouturer, modifier, transplanter, mais il agit toujours sur un matériau vivant et il essaye de le faire évoluer au cours des âges, première génération, deuxième génération, troisième génération, et il essaye progressivement d'arriver à produire une plante qui soit plus résistante ou une plante qui soit plus profitable. Eh bien, le regard de l'expert, le regard de la généralité est un de ces regards-là. C'est-à-dire que quand on se promène, et notamment avec des professionnels, ils vont chercher dans l'urbain les parties du cycle urbain que l'on peut appréhender à un moment donné. Pour donner un exemple, quand on a essayé de définir le paysage, donc au XVIIe siècle, et que donc c'est dans le vocabulaire de la peinture que c'est apparu, on a essayé notamment de définir ce que pourraient être les attributs de la Vierge. Et c'est comme ça qu'on invente le paysage. Et on va montrer qu'il y a 7 éléments qui vont constituer notre paysage urbain, donc c'est ça qui est intéressant. On va représenter les attributs de la Vierge avec 7 éléments. La terre non cultivée, donc la friche, ou la terre en jachère. La deuxième étape, c'est la terre cultivée. Troisième élément, il y a souvent un puits. Quatrième élément, il y a un pont. Cinquième élément, il y a un château. Et sixième élément, il y a un village. Et septième élément, il y a les cieux, les nuages. Donc c'est intéressant parce qu'on peut voir qu'en fait, le cycle urbain, la friche, fait partie, est pratiquement l'élément premier d'un grand cycle qui partirait de la friche et qui se terminerait au nuage, et qui symboliserait en fait soit le cycle de l'eau, soit le cycle de l'urbanité. C'est-à-dire que l'on part d'une terre qui n'est non cultivée, et progressivement, grâce à l'arrivée de l'eau, on la cultive. Si on la cultive, on peut être sédentaire, et donc on construit la ville petit à petit. Donc c'est ce regard-là qu'on va essayer d'illustrer. Et regardez les tableaux du XVIe ou XVIIe siècle, de Mantegna ou de Dürer, c'est à peu près les qualificatifs qui fondent le paysage et qui, aujourd'hui, permettent un petit peu de définir ce cycle de la ville. Un des exemples du regard porté par les professionnels sur une friche des années 80, qui était la gare d'Orsay, donc qui est une gare qui a été construite sur l'emplacement de l'ancien Conseil d'État qui avait brûlé pendant la Commune. Et donc on construit, dans les années 1850, évidemment, on fait arriver le chemin de fer en Île-de-France et on construit tout un réseau de gares et on construit la gare d'Orsay. Elle va être en activité jusque dans les années 40, 1937, et puis elle va rester en friche, en jachère, et dans les années 80, on va se mobiliser et on va regarder à travers cette nef industrielle, non pas sa qualité de gare, mais cette qualité justement de nef, de prototype, de ce qu'on pourrait appeler le parapluie ou l'abri souverain. C'est-à-dire qu'on va regarder cette gare comme l'idéal d'une nef, l'idéal d'un parapluie, et à partir du moment où ce parapluie abrite un petit coin de paradis, comme dit la chanson, donc ici c'était une gare, on peut imaginer changer de locomotive. Et donc on a utilisé la locomotive culturelle
et on en a fait le musée du 19e siècle. Et donc vous avez la photo avant et après, donc de la gare, de la grande nef, où arrivaient des locomotives à vapeur, donc il fallait évidemment une nef pour évacuer la fumée, et la transformation par Kolbock et Gae Lenti qui ont conservé un petit peu cette grande travée au milieu. On aurait pu faire plein d'autres choses dans cette halle. Il se trouve que là, on apportait un regard en disant c'est une typologie tout à fait particulière. Il y a 5 ou 6 grandes gares à Paris, mais une gare, dans le fond, n'est qu'un abri et on peut la reprogrammer à l'infini. Donc on a choisi de ne conserver que la typologie de nef. Un autre exemple, celui de la Villette, donc, qui est un exemple assez dur, puisqu'en fait c'est l'interaction qu'il existe entre les industries de la mort, on va dire, et les industries de la vie. Depuis le XIIe siècle, enfin au XIIe siècle à Paris, on abattait les bêtes dans la ville, dans l'enceinte de la ville. Au XVe siècle, ça va commencer à poser des problèmes d'hygiène, et donc on va construire des abattoirs en dehors des murs, hors les murs. Et il y aura interdiction d'abattre les bêtes dans l'enceinte de la ville. Puis progressivement, au XIXe siècle, on va construire 5 grands abattoirs, puisque l'annexion est préfigurée. Donc on va construire 5 grands abattoirs tout autour de Paris, et puis Haussmann va arriver et va en construire 2 grands, et un qui va absorber tous les abattoirs de Paris, ça va être celui de la Villette. Progressivement, il y a l'abattoir de la Villette, puis évidemment il y a les halles, ce qu'on connaît aujourd'hui. En parallèle, on construit aussi les halles, mais qui étaient évidemment un marché alimentaire. Ici, c'était pour la viande. Quand, dans les années 70, on va désaffecter cette zone, on va essayer de construire un nouvel abattoir, totalement contemporain, et on va essayer de requalifier cette ancienne zone, puisqu'on a une zone immense, et on va essayer de la transformer et d'en faire le grand parc qu'on connaît. Donc il y aura évidemment des concours. Et Reichen et Robert vont garder des anciennes grandes halles, vont garder la grande nef, ce qu'on appelle la grande halle, et encore une fois, vont faire le même pari qu'à Orsay. C'est un parapluie, c'est un abri souverain, donc on peut le reprogrammer à souhait, et donc on va en faire un musée, et on va en faire un lieu musical. Donc là, vous avez 2 images dehors et dedans de la grande halle, et de l'autre côté, l'abattoir qui n'a jamais servi va être reconfiguré en musée de l'industrie. Oui, musée de l'industrie. Donc le musée de la Villette que l'on connaît. Voilà. Et puis après, évidemment, il y aura ce grand projet de parc qui va essayer de reprogrammer et de recoudre un petit peu la ville de Paris avec ses communes limitrophes. Donc le deuxième repère, c'est celui de la spécificité. On peut choisir de retenir des éléments uniquement particuliers, circonstanciés, d'un événement urbain tel qu'on peut le voir. Si je dis que la spécificité, c'est un peu le regard du gardien de phare, le regard de l'habitant, on peut imaginer qu'actuellement, la spécificité est évidemment une des données qui est très importante et qui est intégrée dans beaucoup de projets. Le jardin des Halles, ancienne friche ferroviaire, on essaye de la requalifier, on est dans le 18e arrondissement. Un arrondissement qui est peu riche en squares et en jardins, donc la population va se mobiliser pour essayer de conserver ce grand vide, ou en tout cas d'utiliser ce grand vide comme un grand poumon. Et en même temps, évidemment, la ville va profiter de cette emprise pour pouvoir requalifier et redynamiser un quartier.
Donc on va faire toute une opération paysagère, on va repaysager évidemment cette grande lande, et on va s'en servir pour une chose assez particulière, construire un belvédère sur le chemin de fer. On va construire comme une sorte de promontoire ou de panorama, quelque chose d'assez particulier, d'assez spécifique à ce lieu, qui était que l'on peut regarder les trains passer, donc vous avez une image, et on peut voir un panorama de Paris tout à fait inhabituel, puisqu'on est dans le 18e, et donc on s'aperçoit que tous les monuments sont un petit peu bouleversés. Ça offre un panorama urbain tout à fait particulier, qui peut être créé nulle part ailleurs. Alors, regarder les trains, on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres endroits où on pourrait construire des panoramas pour regarder les trains. Mais en tout cas, le panorama construit sur Paris est totalement unique. Et donc, ce lieu, sur lequel les habitants sont intervenus, sur lequel la puissance publique a réfléchi, à un moment donné, on n'a pas cherché ni à conserver des halles, ni à mettre en valeur certains tracés, même si on a gardé une certaine horizontalité. En tout cas, on a essayé de mettre en avant une spécificité de ce site, qui était ce grand plongeoir sur les trains qui passent. Une autre expérience tout à fait particulière, vous avez un bailleur qui a un immeuble, et au pied de cet immeuble, vous avez une petite courette traversante, qui en fait est un puits de jour pour l'ensemble de ce mur, et qui permet de donner le jour aux appartements. Donc on a pratiquement une typologie de dent creuse, mais ce n'est pas une dent creuse. Une dent creuse, généralement, est encadrée par deux murs pignons, aveugles, qui se font face, et qui, généralement, attendent une construction mitoyenne. Ici, vous avez un mitoyen d'un côté, et de l'autre côté, vous avez une façade. Donc on se retrouve dans une sorte de courette puits de jour, un vaste puits de jour, et qui, évidemment, dans la ville fait dent creuse, donc on pouvait imaginer que, que certaines activités non voulues s'installent ici. Et donc progressivement, il y a eu des essais de résidentialisation de la parcelle, mais a vu le jour l'idée de profiter de cet espace pour en faire un jardin partagé, et donc de travailler avec les habitants pour qu'ils puissent eux-mêmes autogérer ce lieu, donc de permettre de l'occuper d'une manière pérenne mais en même temps éphémère, puisque démontable, et en même temps d'une manière profitable, puisque l'idée des jardins partagés aujourd'hui redevient à la mode et permet justement de réactiver des endroits qui étaient des non-lieux ou des endroits un petit peu délaissés. Donc il y a eu tout un projet d'architecture, encore une fois démontable, très, très sobre, qui s'est installé là, donc, qui crée un petit bouchon sur la rue, qui crée un tampon, et derrière se développe le jardin par rapport aux habitants. Donc là, on a une spécificité pareille d'une dent creuse, mais qui n'est pas une dent creuse, puisqu'elle appartient à son immeuble. Elle donne le jour, donc c'est presque une petite rue, plutôt une petite ruelle, puisqu'elle donne le jour. Et en même temps, des habitants soucieux de réinvestir leur lieu, de le pratiquer, et d'avoir l'opportunité, évidemment, d'avoir un petit jardin presque privatif. Troisième regard, le regard peut-être le plus compliqué, et en même temps celui qui est peut-être le plus régénérateur, le regard qu'on pourrait appeler celui du promeneur. Ce regard qui fait que on ne retient d'un lieu que son ambiance, on ne retient d'un lieu que certains éléments un petit peu éparpillés, comme une carte postale ou comme un paysage. Justement, on revient à la notion de paysage, qui fait que généralement, quand on est promeneur, on a du mal à lire l'histoire d'un lieu. Il faut évidemment interroger des habitants. Donc il faut être un peu partie prenante du lieu, il faut commencer à rentrer un petit peu. Ensuite, il faut avoir évidemment une petite vision de la ville. On peut toujours se poser la question de où est la mairie, où est l'église, puisque dans le village, il y a une église. Et on peut évidemment se poser la question de où on se situe, est-ce qu'on est en marge, en périphérie,
Et là, on revient complètement sur les premières leçons par rapport à la route et à la rue. Et donc réapprendre à se situer dans une rue. Donc entre les deux, il se crée un imaginaire, ce qu'on pourrait appeler un espace thématique, ce qu'on appelle en architecture un espace thématique. Alors on en connaît, hein, c'est Euro Disney par exemple, c'est un espace thématique un peu fort, mais bon, rien de prédestiné Euro Disney à aller à Marne-la-Vallée. Il n'y avait aucune raison que ça aille là-bas, à part des circonstances de construction à un moment donné et d'extension de la ville nouvelle, et l'opportunité ou l'envie de Disney de mettre un pied en France. On peut imaginer aussi la transformation du Marais à Paris en une sorte de ghetto gay. Il n'y avait rien de circonstanciel pour que ça le devienne. C'est un imaginaire qui s'est créé là, à un moment donné. Les gens l'ont investi et c'est une thématique qui s'est imposée et on ne pouvait rien lire dans l'urbain, ni dans le cycle urbain, ni par rapport au profil des habitants, que le Marais allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors pour illustrer ce champ des possibles, ou en tout cas cette projection d'un imaginaire dans l'espace concret, on a repris l'exemple de TOA, donc c'était l'exemple et l'étude de cas dont on s'était servi au moment de la leçon numéro 4 sur le logement. Et donc il s'agissait de venir réhabiter donc une emprise dans le 20e arrondissement qui avait été délaissée pendant plusieurs années et de venir y loger de l'habitation et un grand équipement public, en la matière un gymnase. Donc ça c'était la donnée du concours et du programme. Les architectes sont venus et ont analysé un petit peu les caractéristiques du lieu et ont cherché à trouver un imaginaire tout à fait particulier et ont construit, comme à Babylone, comme cet univers des jardins de suspendus, un jardin sur le toit. Ils ont fait ça pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils ont considéré que cette grande parcelle était déjà occupée et appropriée par les habitants, et donc que cet espace était un espace important pour les habitants. Et deuxièmement, ils ont vu qu'il y avait déjà des jardins partagés pas très loin. Et donc ils sont allés voir les gens des jardins partagés pour leur demander si jamais le concours gagnait, s'ils voulaient bien s'occuper du jardin sur le toit, de ce jardin partagé. Donc ça a été une rencontre qui a marché, puisque aujourd'hui c'est le cas. Ils ont rendu ce concours en prenant donc un fort risque. Ce n'est pas du tout une thématique utilisée par l'agence régulièrement. On leur a proposé régulièrement de refaire des jardins sur le toit. Ils ont tout de suite dit non. Donc ils ont montré qu'à un moment donné, par rapport aux circonstances, par rapport à un programme, ils avaient projeté un imaginaire tout à fait particulier à une époque donnée, et qu'effectivement, s'ils avaient à refaire la même chose dans 10 ans, ils projetteraient un autre univers et un autre imaginaire. Donc on est sur quelque chose de très spécifique. Et évidemment, quand on se promène et qu'on tombe sur des choses comme ça et qu'on ne connaît pas l'univers thématique qui a été appliqué, on a du mal à comprendre pourquoi ce jardin perché. Même si aujourd'hui, on pourrait imaginer que ce cas isolé, puisqu'une fois que c'est construit, ça devient un cas isolé. C'est plus du tout une utopie, c'est plus du tout un imaginaire, il est construit. Donc ça devient un cas spécifique au 20e arrondissement, mais on peut imaginer que ça devienne une généralité. Et qu'à un moment donné, on décide de verdir les toits de Paris. Voilà, et donc pour boucler la boucle, j'ai remis la carte de l'Île-de-France en relief. Alors j'espère que ce n'est pas un vœu pieux, qu'après 6 leçons, vous pouvez commencer à voir non plus uniquement des reliefs bosselés, mais que vous pouvez avoir l'idée d'une ville en mouvement, l'idée d'un corps urbain qui petit à petit est venu épouser le site de Paris. Donc on peut voir progressivement qu'il reste quelques traces de la forêt primitive. Il y en a à peine là sur le bois de Boulogne.
le bois de Vincennes, il y en a encore un peu sur l'Autil, il y en a encore un peu à Saint-Germain. Mais on peut imaginer que quand on voit la ville qui grignote, évidemment, on pourrait imaginer que cette forêt disparaisse, ou en tout cas les corridors écologiques que ça formait ont pratiquement disparu. Que cette ville, petit à petit, on voit qu'elle grignote et qu'elle est montée sur les coteaux, puisqu'il y a eu toute la période moderne, il y a toute la grande plaine de Franconville qui s'est habitée, et on voit qu'elle commence à se répandre en suivant évidemment les grandes routes nationales qui ont été pensées par Louis XV. Et progressivement, revoir les berges de la Seine qui sont complètement pétrifiées. Même le tronçon qui traverse Paris, évidemment, est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et progressivement, évidemment, se dire qu'il y a des réservoirs, des énormes réservoirs de projets, ou en tout cas d'avenir, qui sont soit à préserver comme le Vexin, où on a fait le choix de construire Cergy-Pontoise et de conserver l'intégralité des 60 km du Vexin français en espace vierge, en espace cultivé. Et donc ça devient presque un espace thématique, à tel point qu'on va voir évidemment les dernières toiles de Van Gogh qui dessinaient là dans le Vexin, puisque sa dernière toile sur les corbeaux a été dessinée là. Et donc on tente de préserver un paysage thématique. Et donc on transforme presque une nature qui nous servait à nous nourrir en une nature presque en parc d'attractions. Et on voit que progressivement, il y a des réserves, notamment au-dessus de Roissy. Et on pourrait imaginer, là on voit toutes les réserves qui vont permettre à Saclay aussi de complètement venir s'urbaniser. Donc tout ça évidemment est en projet, donc ça ne peut se faire sans la population, mais on peut voir comment à un moment donné la ville s'est constituée et vient petit à petit en mouvement. J'espère qu'après, en allant sur place avec les 18 repères que j'ai donnés, vous pourrez essayer de lire cette ville en mouvement, même si, évidemment, on vieillit beaucoup plus vite qu'une ville, donc on a du mal à la voir évoluer. Mais on peut faire un effort d'imagination et s'inscrire dans ce mouvement, dans ce grand développé.